Donc on finit avec le dossier numéro 5 vous parle de monsieur E, 48 ans, maçon, qui vient pour asthénie et dyspnée. Donc on sort complètement du cadre des palpitations. Petit tabagisme. Les symptômes, ont commencé par une dyspnée il y a plusieurs mois, donc maladie plutôt chronique. Alors là, à ce jour, il est soufflé pour des actes de la vie quotidienne simples, comme se brosser les dents ou faire la vaisselle. Et il n'y a pas d'autres sites fonctionnels. À l'examen, la tension est correcte, la fréquence cardiaque est un peu tachycarde. Et puis, petit souffle d'IM, probablement avec un B3, murmure vésiculaire bilatéral symétrique, des œdèmes et des signes droits. Les ECG sont les suivants. Alors, la première question, c'était interpréter le ECG et la radiothorax. On va le faire tout de suite. Donc, le rythme est sinusal. Le PR est normal. Et par contre, là encore, le QRS est large. Et là, vous avez un exemple de bloc de branche gauche, puisque vous avez ici, là, l'aspect très positif avec l'aspect en M en V6 et surtout très négatif en V1. Je vous rappelle, quand c'est positif en V1, ça vient de la gauche. Donc et quand c'est négatif en V1, ça vient de la droite. Donc là, c'est bloqué à gauche. Donc l'influx électrique bloqué à gauche va à la droite et puis revient ensuite vers la gauche. Et donc, c'est pour ça que c'est négatif en V1. Voilà, donc il s'agit d'un bloc de branche gauche. Vous avez une radiothorax qui se voit à la radiothorax vraiment bien. C'est vraiment l'élargissement du cœur. Et puis, vous avez, je vais les corriger comme ça, ici, ce qu'on appelle une redistribution vasculaire et des stries de Kerley, ce qui est classique pour de l'insuffisance cardiaque. Donc, je vous ai expliqué l'électrocardiogramme. Je vous ai expliqué aussi le cliché thoracique avec la cardiomégalie et les lignes de Kerley. Passons à la question numéro 3. Le stade de la dyspnée de monsieur E. Là, je vous incite fortement à bien connaître la classification NYHA pour la raison qu'elle est simple, la première raison. Et la deuxième raison, c'est que tout le monde, absolument tout le monde dans le milieu cardiologique l'utilise et qu'elle est en plus très très simple. Le stade 1, c'est absence de symptômes. Le stade 2, c'est des patients qui sont symptomatiques, c'est-à-dire dyspnéiques pour des efforts importants, c'est-à-dire des efforts qui ne sont pas quotidiens. Typiquement faire son jogging, typiquement porter des charges lourdes, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Le stade 3, qui est, qui est dans le cadre de notre patient, c'est un essoufflement pour des actes de la vie quotidienne, des efforts mineurs. Et le stade 4, c'est l'orthopnée ou la dyspnée de repos. Donc c'était bien un stade 3, dyspnée au moindre effort, invalidant dans les actes de la vie quotidienne. Donc je vous donne une échographie, ventricule gauche malade, très dilaté, non épaissi et une FEVG, une fonction systolique du cœur qui est très basse. Je vous rappelle que la moyenne c'est entre 55 et 65. Là elle est à 25. Petite insuffisance mitrale, des pressions artérielles normales, péricarde sec. Quelles étiologies faut-il rechercher et comment? Alors, je vous le répéterai en D4, je pense que c'est très très important à comprendre. Être malade du cœur, c'est être malade de 5 choses possibles. C'est être malade des coronaires, c'est être malade des valves, c'est être malade du myocarde, du muscle cardiaque en lui-même, c'est être malade du rythme ou c'est être malade du péricarde. Une fois que vous avez balayé ces 5 cadres nosologiques, il y a très peu d'étiologies qui peuvent vous échapper. Et votre bilan complémentaire en dépendra aussi. Donc, dans le cadre du patient qui a une cardiopathie dilatée, il faut rechercher une étiologie ischémique
par une coronarographie, œnolique par un interrogatoire et rythmique par un ECG. Les valves ont été déjà éliminées par l'échographie tout à l'heure. Le traitement médicamenteux, ce sont des IEC, des bêta-bloquants et des diurétiques et ou anti-aldostérone de type spironolactone, aldactone, en cas de congestion. Le traitement médicamenteux, non médicamenteux qu'il faut instaurer, c'est le régime sans sel, la réadaptation à l'effort. Ça, on a vraiment bien mis en évidence que la réadaptation chez les insuffisants cardiaques permet de diminuer l'accès à l'hospitalisation et améliore de manière significative le confort de vie chez ces patients vraiment lourds sur le plan médical. La vaccination antigrippale, la prise en charge à 100%, le reclassement professionnel chez ce patient qui est maçon, qui ne pourra probablement pas être maçon, en tout cas recommencer à être maçon tout de suite, et la correction des facteurs, et le dépistage et la correction des facteurs de risque cardiovasculaires. C'est essentiellement des questions de cours que je vous pose là. Le patient revient pour un OAP. Quel traitement d'un OAP? Les 3 médicaments de l'OAP sont l'oxygénothérapie, les diurétiques de Lens type furosémide en intraveineux et les dérivés nitrés en l'absence de signe droit ou d'hypotension. Alors, quel nouveau traitement allez-vous entreprendre et quels objectifs? Donc, vous êtes face à un patient qui a eu qui a une insuffisance cardiaque, qui est symptomatique, qui a été traité puisqu'il a eu déjà les bêta-bloquants, il a eu les diurétiques, il a eu les IEC, et qui, malgré ce traitement médicamenteux, fait des OAP. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ce patient? Ce patient, je vous rappelle qu'il a un bloc de branche gauche. C'est-à-dire que l'électricité au ventricule, elle ne peut pas d'abord passer par la gauche, elle passe d'abord à droite, puis donc d'abord à droite, puis, comme le montre la flèche, là, à gauche. Et même à l'intérieur du ventricule gauche, elle passe d'abord dans le septum du ventricule gauche et puis ensuite dans la paroi latérale du ventricule gauche. Donc, ce qui veut dire, si vous regardez mes mains là, qu'au lieu de battre comme ça, si les parois latérales et septales sont synchronisées, eh ben, un cœur désynchronisé, dans le cadre d'un bloc de branche gauche, très classique dans le cas d'insuffisance cardiaque, ça va comme ça. Et c'est un cœur donc qui est désynchronisé. Pour vous expliquer un exemple de désynchronisation très simple, vous pouvez essayer de nager les bras et les jambes désynchronisés. Si vos bras et vos jambes, quand vous nagez la brasse par exemple, sont désynchronisés, eh ben, vous n'y arriverez pas. Le cœur, c'est exactement pareil. Il a besoin de synchronisation dans sa cinétique pour être performant. Et donc un cœur désynchronisé, on sait qu'il fait plus facilement l'insuffisance cardiaque et on sait que le fait de ne pas corriger la désynchronisation, ça aggrave l'insuffisance cardiaque. Et donc, qu'est-ce qu'on a préconisé de faire? Ça, c'est arrivé dans les années 2000. C'est de faire ce qu'on appelle une resynchronisation cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on met un pacemaker. Attention, là, le patient n'a pas de trouble de conduction du cœur. Il a un trouble de conduction certain intracardiaque, il a un bloc de branche, mais il n'a pas de BAV, ce patient. Donc, ce n'est pas pour un BAV, ici, c'est pour essayer de resynchroniser le cœur droit et le cœur gauche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce que je vous avais dit tout à l'heure, la petite incision entre le deltoïde et le pectoral. On trouve la veine sous-clavière et on va d'abord installer une sonde là dans le ventricule droit. Et puis vous allez me dire comment on passe dans le ventricule gauche vu qu'on est déjà à la base dans un système veineux. Bon, on a trouvé un petit artifice, c'est de passer la sonde qui est destinée au ventricule gauche dans le sinus coronaire. Le sinus coronaire, c'est la grande veine du cœur et coronaire, comme son nom l'indique, elle fait le tour du cœur. C'est-à-dire qu'on peut trouver un endroit dans la veine, dans cette veine de sinus coronaire, un endroit où coincer la sonde
dans le diamètre de la veine en regard, ici, du ventricule gauche. Et donc comme ça, on demande au pacemaker de battre en même temps à droite et à gauche, on le stimule en même temps à droite et à gauche, et on casse la désynchronisation qui a pu exister. Et donc c'est comme ça qu'on resynchronise le cœur. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas un traitement de troubles conductifs, c'est un traitement de resynchronisation cardiaque. Et ça marche, les patients qui ne répondent pas au traitement, qui ont, donc je vous mets là ici les indications, une insuffisance cardiaque, qui ne répondent pas au traitement, avec des QRS larges. Si les QRS sont fins, ça veut dire que le cœur n'est pas désynchronisé, et qui restent bien sûr symptomatiques. On ne traite que les patients symptomatiques en cardiologie, comme partout ailleurs. Et bien ceux-là, ils ont droit à ce qu'on appelle un pacemaker triple chambre. Ça s'appelle aussi une stimulation de multisite. Ça s'appelle aussi un traitement de resynchronisation cardiaque. Cependant, ce n'est pas tout. On sait aussi que les insuffisants cardiaques, l'insuffisance cardiaque en elle-même, est très pourvoyeuse de troubles du rythme ventriculaire. Et les patients insuffisants cardiaques, avant, mouraient de la défaillance de la pompe, et puis les traitements sont arrivés, la resynchronisation cardiaque est arrivée, et en fait on s'est rendu compte que, indépendamment de la défaillance de la pompe, ces patients-là faisaient des troubles du rythme mortels, faisaient des tachycardies ventriculaires sévères, des fibrillations ventriculaires très sévères, et on s'est rendu compte que si on implantait un défibrillateur cardiaque, eh ben, ils mouraient moins, ils faisaient moins de morts subites, et puis ils vivaient plus longtemps. Donc, les techniques ont évolué, la technologie a aidé un petit peu, et maintenant on peut associer, on peut fusionner la fonction défibrillation et la fonction resynchronisation. Donc ça s'appelle, donc ça a cette tête-là. Et là je vous montre un tracé, donc là, ici, là, le patient est en rythme sinusal, normal. Puis là, il y a quelques extrasystoles qui arrivent. Et puis là, le patient se met en tachycardie ventriculaire très rapide polymorphe. Et puis très rapidement, il va se mettre en fibrillation ventriculaire. Ça, l'algorithme du défibrillateur va le détecter et va le traiter par, ici, un choc électrique. Et le patient revient en rythme sinusal normal par la suite. Voilà ce qu'est capable de faire un défibrillateur. Et en associant la resynchronisation et la défibrillation, et le traitement et la prévention des morts subites, on peut améliorer de manière conséquente la durée de vie et l'espérance de vie de ce patient. Le patient revient en consultation car il a été hospitalisé pour un choc cardiogénique, 3 épisodes de OAP. Donc là, malheureusement, tout ce que je vais expliquer en question numéro 8 n'est pas suffisant. C'est encore, ça arrive malheureusement. Et la première question, c'était quels étaient les 10 facteurs déclenchants de décompensation cardiaque. Donc c'est du cours, là encore. J'insiste parce que c'est vraiment le plus important sur les 2 premiers items. La non-observance du traitement et l'écart de régime. Ensuite, les infections, les poussées hypertensives, l'anémie, l'ischémie myocardique, les troubles du rythme, les troubles de la conduction, l'introduction d'un traitement inotrope, d'un AINS, une embolie pulmonaire et éventuellement une grossesse et éventuellement l'exacerbation d'une autre tare peuvent déclencher une poussée d'insuffisance cardiaque. Qui peut se développer soit en OAP, soit même en choc se compliquer par un choc cardiogénique. Donc ça n'a pas marché. Ce patient est en échec thérapeutique, il est jeune, et donc qu'est-ce qu'on peut lui proposer? On peut lui proposer de l'inscrire sur liste de transplantation cardiaque, lui faire un bilan pré-greffe, et c'est de tenir bon. Alors la manière de tenir bon, c'est on peut de manière transitoire faire ce qu'on appelle un traitement d'assistance ventriculaire, c'est-à-dire mettre un cœur artificiel mi-ambulatoire qui permet au patient de passer le cap
en attendant une transplantation. Et ensuite, si l'attente n'est pas trop longue, lui proposer une transplantation cardiaque. C'est un dossier, donc on a vraiment abordé à fond le thème de l'insuffisance cardiaque. C'est l'item 250 des ECN. C'est un dossier, l'insuffisance cardiaque, ça se retrouve là depuis 2-3 ans dans les ECN. Et il y a beaucoup de questions de physiologie, des questions de pharmacologie, des questions en dehors des questions de traitement. Donc c'est un item qu'il faut vraiment bien travailler. Et c'est un item qui ouvre des portes. Ça peut ouvrir une porte vers donc choc cardiogénique, un dossier, quelques dossiers un dossier de réanimation. Ça peut ensuite aller vers la transplantation cardiaque avec les traitements des greffes. Donc voilà, j'insiste pour que vous connaissiez très bien l'insuffisance cardiaque. Voilà, j'espère que cette conférence vous a éclairé sur ce que je fais comme travail, la rythmologie et l'insuffisance cardiaque. Et je vous souhaite bon courage et je vous revois l'année prochaine.